Sans plus attendre, j'aimerais présenter Guy Versailles. Après une première carrière comme attaché politique et directeur de cabinet, Guy Versailles a fait carrière comme cadre supérieur auprès de grandes entreprises, puis comme consultant. Il est membre agréé et fellow de la Société canadienne des relations publiques et a publié en 2019 Le temps des relations publiques, un livre où il explore le rôle des relations publiques dans le monde d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il vient pour nous dire de quoi on parle quand on évoque les métiers de la communication. Guy, c'est à vous. Merci. Bonjour tout le monde. 12 minutes, c'est pas bien long, alors je plaide coupable si jamais je me rends à 13. Alors, nos discussions portent aujourd'hui sur le thème général de notre identité professionnelle, notre difficulté à stabiliser nos définitions de ce que nous sommes. Je vais tenter d'apporter quelques éléments de réponse dans la perspective qui est la mienne. Je ne suis pas un théoricien, même si je lis beaucoup, je suis un praticien qui a étudié en journalisme à l'université pour bifurquer ensuite vers les relations publiques. Alors, mon éducation formelle en relations publiques date d'après mon entrée en pratique. Je vais articuler mes remarques autour de 3 questions, en précisant d'entrée de jeu que mon univers de référence est celui de la communication des grandes organisations gouvernementales et privées où j'ai fait carrière en relations publiques. Alors, de quelle communication parle-t-on? Comment s'y reconnaître entre la communication, la publicité, les relations publiques, le marketing, les métiers du web, etc., qui se déclinent dans un grand nombre d'appellations plus ou moins floues et aux frontières mal définies. Ensuite, parle-t-on d'un métier ou d'une profession? En quoi cela peut-il être important? Et enfin, une dernière question, comment se fait-il que le champ d'expertise des relations publiques soit si peu et si mal reconnu? Cette dernière question peut sembler loin de notre sujet principal, mais pourtant, vous constaterez qu'elle nous y ramène directement. Alors, comme point de départ, je vous propose un cadre de référence que j'ai volontairement simplifié à l'extrême. Ce cadre s'applique à toutes les organisations, quelles qu'elles soient, entreprises privées, organismes gouvernementaux, organisations communautaires. Parce que le temps est limité aujourd'hui, je le déclinerai uniquement pour l'entreprise privée, mais sachez que ce cadre s'applique universellement à toutes les organisations et dans un autre contexte, je serais heureux de prendre le temps d'y aller plus en profondeur. Alors, le niveau le plus général auquel nous nous adressons est celui de la communication. Il y a une science de la communication, Thierry le disait tout à l'heure, c'est reconnu maintenant largement dans les milieux universitaires. Alors, le fait pour 2 personnes d'échanger de l'information ou des organisations. La communication, c'est une réalité humaine et je dirais même un besoin humain universel qui obéit aux lois de la psychologie, de la perception. Les modalités varient évidemment selon les cultures et les contextes, mais la réalité sous-jacente est toujours la même. Il y a certaines méthodologies que nous utilisons qui ont une portée universelle. Alors, sur cette base universelle, les appellations de la communication varient selon 2 grands axes. Il y a d'abord l'axe des outils ou des techniques. Alors, nous nous désignons comme webmaster, comme attaché de presse, comme rédacteur, comme etc., etc., etc. Il y en a des dizaines. Le deuxième axe est celui des finalités. À quoi sert la communication? Et ici, peu importe l'organisation, il y a toujours 2 grandes finalités à la communication. D'abord, celle où l'organisation remplit sa mission. Alors, dans le cadre d'une entreprise privée, généralement, la mission, c'est de vendre un produit ou un service, de commercialiser quelque chose. Lorsqu'elle communique dans le cadre de sa mission, l'entreprise est en mode marketing. Okay? Le paradigme fondamental de ce type de communication se résume par le verbe vendre. L'autre grande finalité est celle où l'organisation communique pour assurer son insertion sociale, soit directement ou par médias interposés. Notre entreprise privée communique avec les pouvoirs publics pour tenter d'influencer les lois et les règlements qui encadrent son activité. Elle communique avec les collectivités où sont établies ses usines ou ses installations. Elle communique avec les syndicats qui représentent ses employés. Elle communique avec les organisations environnementales ou autres qui s'intéressent à ses activités. Cette dimension que, faute de meilleurs termes, je nomme la dimension politique,
et celle où l'organisation, donc, négocie son insertion sociale, elle négocie les conditions, le contexte dans lequel elle exerce sa mission. Dans cette dimension, la communication se fait en mode relation publique. Le paradigme fondamental de cette deuxième grande finalité se résume par les mots gestion des relations. Alors, il y a beaucoup de confusion dans l'esprit du public et même dans celui de bon nombre d'entre nous entre le marketing et les relations publiques pour au moins deux raisons. Premièrement, les outils sont les mêmes. Okay? Aussi bien en marketing qu'en relations publiques. On peut faire appel à la publicité, aux relations médias, aux médias sociaux, aux documents imprimés, audiovisuels, virtuels, aux événements. Tous les moyens peuvent être utilisés aussi bien dans une finalité que dans l'autre. Ensuite, le citoyen auquel s'adresse le relationniste est la même personne que le consommateur auquel s'adresse le marketing. Nous sommes tous un peu schizophrènes dans notre vie quotidienne, recherchant simultanément notre meilleur intérêt en même temps que le bien-être de la collectivité où on vit. Mais il y a aussi des différences fondamentales entre les deux. Le marketing s'occupe des marchés, alors que les relations publiques s'occupent des publics. Une entreprise peut choisir de favoriser un marché plutôt qu'un autre, de développer un nouveau marché ou de l'abandonner s'il n'est pas rentable. Mais elle ne peut jamais décider de l'attention que décident de lui porter ses publics, car ceux-ci existent indépendamment de sa volonté. Cette différence est fondamentale. Pour illustrer, General Motors, Renault, BMW peuvent décider de construire des petites voitures ou des grosses voitures, d'abandonner certains modèles ou d'en introduire de nouveaux, selon ce que leur disent leurs études de marché. Mais ces entreprises n'exercent aucun contrôle sur le fait que divers groupes environnementaux, sociaux ou économiques décident de s'intéresser à elles. Leur seul choix est de discuter et de négocier avec ces groupes ou de les ignorer. On ne traite pas avec un citoyen comme on traite avec un client. Alors, ce sont, résumées rapidement, les grandes différences fondamentales entre le marketing et les relations publiques. Deuxième question, parle-t-on de métier ou de profession? Moi, je distingue trois niveaux de pratique auxquels on peut attribuer les termes de métier, de profession, de gestion. Commençons par la profession. Un relationniste professionnel doit maîtriser le cœur de métier de sa profession, à savoir une capacité d'analyse de l'organisation qui l'emploie et de son environnement, afin de repérer les parties prenantes et les enjeux. La définition d'objectifs et de mise en relation de cette organisation avec son environnement et de stratégies puis de moyens pour atteindre les objectifs. La gestion des interactions entre l'organisation et les publics, tout cela reposant sur des savoirs construits et enseignés à l'université en matière de communication, de psychologie sociale et de sociologie notamment. Donc ça, c'est le cœur de métier de la profession de relationniste. Les métiers. Dans la mise en œuvre de ces stratégies, la relationniste professionnelle fait appel à des spécialistes de divers domaines, des relations médias, des médias sociaux, des publicistes, des organisateurs d'événements, des rédacteurs, etc. Il est bien sûr utile que tous ces spécialistes aient une bonne idée de la stratégie générale dans laquelle leurs produits s'insèrent, mais ils n'en sont pas responsables. Ils choisissent de centrer leur action sur un type de production en particulier. C'est ce que j'appelle les métiers. Je précise que leur importance est très, très grande parce que la meilleure des stratégies va échouer si elle est mal exécutée. Puis à l'inverse, un métier exercé avec talent peut devenir une stratégie en soi. Au niveau de la gestion maintenant, il faut considérer l'entreprise dans son ensemble. Une entreprise ne se résume pas au marketing de ses produits, ni à l'efficacité de sa chaîne de production ou à l'exactitude de sa comptabilité ou à l'excellence de ses relations publiques. Tous les aspects sont nécessaires à sa bonne marche. Tous ces aspects-là doivent être intégrés harmonieusement et efficacement par la direction, par la gestion. La particularité de la fonction de gestion, surtout au niveau supérieur de l'organisation, réside dans l'envergure de son champ d'action. Alors que le relationniste professionnel doit définir des stratégies de relations publiques qui s'insèrent dans les stratégies d'entreprise,
Le relationniste qui accède à l'équipe de direction doit définir des stratégies d'entreprise dans lesquelles s'inséreront les stratégies de relations publiques. Le relationniste contribue à l'équipe de direction l'apport spécifique de sa discipline, l'analyse fine de l'environnement, l'identification des publics et des enjeux et des stratégies de gestion de relations. Et le relationniste se prononce sur l'ensemble des opérations de l'entreprise, pas uniquement sur les aspects de communication de relations publiques. Troisième question, la reconnaissance de la fonction. Étant donné l'importance sans cesse croissante des relations publiques depuis plusieurs décennies, comment se fait-il que la profession de relationniste ne soit pas davantage reconnue? Comment se fait-il que nous ayons une idée aussi vague et imprécise de notre propre identité professionnelle? Constatons d'abord un grand paradoxe. Alors même que les relations publiques se sont répandues et généralisées depuis quelques décennies, elles se sont fragmentées plutôt que de se construire. Les champs de pratique les plus lucratifs des relations publiques ont systématiquement été repris par des groupes qui s'inventent des labels pour renommer des pratiques qui sont, sur le fond, des relations publiques à l'état pur. Le lobbying, communication interne, communication institutionnelle, communication corporative, relations avec les investisseurs, marketing relationnel. J'ai deux exemples récents, surtout à l'esprit. La consultation et la participation publique qui s'érigent en un domaine propre et la responsabilité sociale des organisations. Au cœur de ces deux domaines, de ces deux champs de pratique, se trouve l'impérieuse nécessité de créer et de maintenir des liens avec les parties prenantes, ce qui est l'essence même des relations publiques. Toutes ces appellations désignent des activités dont le cœur de métier est fondamentalement le même. Analyser le milieu, identifier les enjeux des parties prenantes, élaborer des stratégies, puis gérer des relations. Les professionnels de tous ces champs de pratique sont des relationnistes. De la même manière que les médecins de famille, les médecins en santé publique, les cardiologues, les pneumologues et tous les autres spécialistes médicaux sont des médecins. Et que les procureurs de la couronne, les avocats de la défense, les criminalistes, comme les spécialistes du droit administratif, sont des avocats. Il n'y a rien de mal à ce qu'ils se définissent par leur champ de pratique plutôt que par l'univers professionnel dont ils relèvent. Dans le cas des médecins et des avocats, cette fragmentation ne diminue pas leur rayonnement ni l'influence de leur profession, car tous les médecins ont l'obligation d'adhérer au Collège des médecins et tous les avocats doivent être membres du barreau. On sait évidemment que ce n'est pas le cas en relations publiques. Excusez-moi. Puisqu'il n'existe aucune obligation pour quiconque d'adhérer à une organisation professionnelle qui encadrerait notre pratique. Si une telle obligation existait, l'ensemble des praticiens de tous les champs de pratique en relations publiques formerait une masse critique qui atteindrait plusieurs fois le nombre de relationnistes déclarés. Ça, c'est vrai au Québec et je suis sûr que c'est vrai aussi en France et en Belgique. Une telle masse critique permettrait à la profession de rayonner et d'imposer des standards professionnels au bénéfice de tous les praticiens et de la société. Alors, d'où vient notre tendance à cacher notre véritable identité sous une pluie de nouvelles étiquettes? J'en identifie plusieurs, mais comme le temps est limité aujourd'hui, je n'en retiendrai qu'une. Notre incapacité à nous définir personnellement et comme groupe professionnel, à nous distancer de l'image réductrice et péjorative dans laquelle nous sommes enfermés. Notre peur maladive de nous faire accuser de faire du PR ou de conduire une opération de relations publiques, dans le sens péjoratif où l'expression est utilisée 9 fois sur 10, nous amène à vouloir nous distancer de ce que nous sommes, à vouloir nous réinventer sous une nouvelle étiquette, pour échapper aux stigmates qui accompagnent depuis toujours les mots relations publiques. Pour en sortir enfin, pour mettre fin à la prolifération des étiquettes, les relationnistes doivent cesser de se laisser définir par les autres et se définir eux-mêmes sur la base de leur utilité sociale, sur la base de leurs compétences et sur la base de leur éthique. Et ça, ce serait l'enjeu d'un autre débat. Alors finalement, en guise de conclusion, ma vision des choses est peut-être plus simple que celle de beaucoup de monde.
À la base de tous nos métiers ou professions, il y a la science de la communication. Nous sommes tous des communicateurs. Lorsque nous communiquons au nom d'une organisation, ou bien nous travaillons à sa mission en mode marketing, ou alors à la gestion de son insertion sociale en mode relations publiques. Nous sommes ou bien des professionnels compétents et responsables dans notre cœur de métier, c'est-à-dire l'analyse, la stratégie, la planification, ou alors nous sommes des spécialistes d'une technique ou d'un outil, ce qu'on peut appeler un métier. Ou alors nous avons intégré la gestion supérieure de l'organisation et nous contribuons à gérer l'ensemble de l'organisation à partir du champ d'expertise qui est le nôtre. Et ceci est vrai, et je le répète en guise de conclusion, dans toutes les organisations publiques, privées, gouvernementales, communautaires. J'ai probablement excédé mon temps, je m'en excuse. Si vous avez des questions, je suis heureux d'y répondre. Merci de votre attention. Merci Guy. Non, pas du tout, c'est parfait niveau temps. Est-ce qu'il y a des questions à chaud, une ou deux questions? J'en aurais une, oui. Je vous en prie. Bonjour, François Méville-Deschênes. Je suis chargé de cours en programme de communication sociale à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Monsieur Versailles, j'aimerais avoir une réaction par rapport à ce que je vais dire. Moi, je présente à mes étudiants la distinction entre marketing et relations publiques par le fait que le marketing est un processus d'affaires. Et je reviens à la base des 4 P, où on conçoit des produits, on trouve un prix, on trouve un moyen de distribution et par la suite, on fait de la communication publique. Alors, dans les étapes préalables, on aura fait de la communication sur le nouveau concept-là, B2B, business to business, mais c'est seulement qu'à la fin qu'on utilise les relations, les relations publiques et les autres facettes des communications publiques. Tandis que la relation publique, elle, va être pas mal ce que vous décrivez, la relation avec les publics qui entourent dans l'environnement de l'organisation. Alors, si je peux résumer vite, c'est que le marketing aurait besoin des relations publiques, mais les relations publiques, elles, n'ont pas besoin du marketing. C'est vrai. Il existe une telle chose que les relations publiques marketing, mais le mot qui l'emporte dans cette expression, c'est le mot marketing. Il faut toujours avoir les idées très claires sur la finalité que l'on poursuit lorsqu'on est en marketing ou en relations publiques. Je le disais tout à l'heure, on ne parle pas à un citoyen de la même manière qu'on parle à un consommateur. On ne l'aborde pas de la même manière. Et vous décrivez très bien le marketing à partir de ce qui était à l'origine des 4 P. Kotler en a ajouté quelques-uns. Oui, oui. Et effectivement, le marketing est centré sur les processus d'affaires et centré sur la création d'une valeur de type commercial. Okay? Alors que les relations publiques, j'utilise l'expression travail à l'insertion sociale, il y a aussi une grande valeur dans les relations publiques, mais c'est une valeur qui souvent n'est pas monnayable directement et difficile à évaluer, même si aujourd'hui on met un chiffre sur la réputation de l'entreprise. Mais fondamentalement, la finalité n'est pas la même. Et je dirais que, encore une fois, les relations publiques travaillent à définir le terrain de jeu dans lequel va s'exercer le marketing. Les règles, les lois, les règlements, les conditions d'acceptabilité sociale. Donc, l'entreprise doit tenir compte de tout ça dans la définition de ses produits, dans ses processus de fabrication, dans son impact environnemental et tout ça. Si les relations publiques travaillent bien, l'entreprise dispose d'un grand terrain de jeu bien établi, elle a la confiance de ses parties prenantes, puis elle peut travailler. Si ça dérape au niveau des relations publiques, bien, le marketing peut se voir sévèrement entravé à plusieurs niveaux. Est-ce que j'ai... Enfin, on pourrait en faire longtemps. Oui, c'est ça, on ne prendra pas trop de temps. Mais je crois qu'on est sur la même page, je crois. Okay. Je crois qu'il y a une question dans le chat de Élise Mass qui demande comment expliquez-vous cette volonté de se distancier de ce que nous sommes? Est-ce lié à l'histoire des RP en lien avec les notions de propagande, de spin doctor? Oui, en partie. Et je pense que c'est surtout lié, et je vais le dire brutalement, à notre propre ignorance de ce que nous sommes.
Moi-même, j'ai pratiqué les relations publiques. J'y suis arrivé, je ne dirais pas par inadvertance, mais enfin, disons que je n'étais pas dans le plan de carrière original. J'ai étudié en journalisme. Je m'attendais à faire du journalisme, mais très tôt dans ma carrière, à cause d'un enchaînement de circonstances, je me suis retrouvé dans l'univers politique et ensuite dans l'univers des relations publiques. J'avais de la difficulté, et les gens de ma génération savent ça, j'avais de la difficulté à expliquer à ma propre mère qu'est-ce que je faisais pour gagner ma vie. Ben oui, je parle à des journalistes, oui, j'organise des choses, mais fondamentalement, de quoi on parle? Et il a fallu que j'entreprenne, après plusieurs années de pratique, une démarche approfondie quand j'ai travaillé à l'obtention de mon agrément en relations publiques pour enfin réussir à mettre des mots sur à comprendre le cœur de ce que je faisais et à comprendre que j'en arrivais vraiment à ce que je décrivais tout à l'heure comme le cœur de métier. Là. Donc, moi, ma fonction, c'est de faire en sorte qu'en société, les organisations peuvent se parler. Et de là, j'ai remonté, moi, ma vraie découverte quand j'ai fait l'agrément, ça a été l'éthique, qui m'a amené à constater l'utilité de ma profession. Je veux dire, on vit dans un monde où les organisations doivent se parler et la communication, c'est compliqué. Ça ne s'improvise pas. Je sais, Thierry le disait tout à l'heure, tout le monde se sent compétent, mais nous savons tous que ce n'est pas vrai. Okay? Et donc, à partir du moment où on comprend vraiment à quoi nous servons dans la société, moi, en tout cas, ça m'a donné des assises solides pour être capable de défendre avec conviction ce que je fais, puis expliquer aux gens, moi, ce que je fais, là, OK, c'est pas juste nice to have, c'est nécessaire et c'est même essentiel. Il faut que les organisations arrivent à se parler en société, sinon on ne réussira jamais à rien construire. Les organisations ont besoin de cette spécialité-là. Ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Et donc, mais souvent, on est trop accroché à des métiers individuels ou à une vision très partielle de ce qu'on fait. Si on arrivait comme groupe professionnel à élargir nos horizons et à vraiment asseoir la compréhension de qui nous sommes dans la société, je pense qu'on arriverait à beaucoup plus d'affirmation personnelle. Par ailleurs, je tiens à dire aussi qu'il y a des raisons tout à fait légitimes pour les gens de la participation publique ou du lobbying de se regrouper par champ de pratique. Parce que, je prends l'exemple du lobbying, par exemple, il y a des lois qui s'appliquent spécifiquement à ce champ de pratique-là. Okay? Et par champ de pratique, il peut y avoir des intérêts particuliers ou des pratiques particulières qui se développent. Et donc, c'est aussi légitime pour nous de le faire que les médecins par spécialité médicale ou que les avocats eux aussi par champ de pratique. Donc, je ne suis pas contre ces regroupements-là. Au contraire, mais ce que je dis, c'est que nous devons tous réaliser que nous appartenons fondamentalement au même univers professionnel. Et à partir du moment où nous allons réaliser ça, nos forces vont s'additionner. Il y a une autre question dans le chat d'Anne-Marie Coton qui demande comment se définir face à la fragmentation des dénominations. Comment réaliser l'institutionnalisation de la profession sans consensus sur qui nous sommes, d'autant qu'il n'y a pas d'unanimité quant aux associations professionnelles pour nous représenter. Non seulement il n'y a pas d'unanimité, mais souvent il y a une concurrence instinctive. Et à cause du phénomène que je décrivais tout à l'heure, je pense notamment aux gens de la participation publique. Moi, j'ai vraiment pris la peine de lire les sites web de l'Association internationale de la participation publique, de leur chapitre canadien et même de leur association québécoise. J'ai lu les sites web, j'ai regardé tous les documents. Ces gens-là font des relations publiques, mais ils se définissent comme ne faisant pas des relations publiques parce qu'ils savent que leurs clients ne veulent pas ça. Okay? Ils vendent leur valeur ajoutée un peu sur le dos du restant de la profession. Alors, je pense que ça va être long et compliqué avant d'amener les gens à reconnaître qui ils sont. Et je pense que ça va prendre des années et probablement des décennies avant d'y arriver. Et c'est malheureux. On est aux prises avec cette situation-là. Il n'y a pas de baguette magique, là. Ça va être long. Alors, je vais prendre une dernière question de notre président Thierry Libert qui vous demande, pensez-vous qu'un ordre professionnel aurait du sens pour la fonction communication?
Bon, d'abord, dans mon vocabulaire à moi, la communication, avant d'être une fonction, c'est une science, okay, qui s'élabore depuis au moins les années 1940, où on a commencé vraiment à vouloir schématiser, théoriser ce phénomène naturel où les gens se parlent, s'échangent, comment on fait pour se comprendre et tout ça. Donc, ça m'apparaît tellement large que je ne sais pas s'il est possible de professionnaliser au sens où on en ferait une corporation professionnelle les communicateurs. Bon, en même temps que je dis ça, il existe dans la ville de Québec une association dont j'ai oublié le nom exact, mais qui regroupe l'ensemble des gens qui font des communications, tous secteurs confondus. Alors oui, c'est possible de le faire. Je ne sais pas si on peut y arriver au niveau professionnel. J'ai déjà, moi, je me débat déjà avec les enjeux éthiques et professionnels qui sont propres au domaine des relations publiques. Je n'ai jamais tenté de le faire sur une échelle plus large. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce que ça donnerait. Je ne suis pas certain. Parfait, merci beaucoup Guy. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les garder ou à les mettre sur le chat et nous pourrons y revenir lors du moment d'échange à la fin de ce séminaire.